un espace où l'on s'autorise à parler de la santé et de l'invisible. Vous entendrez donc des chercheurs, des professionnels de santé, des thérapeutes qui ont tous vécu des phénomènes étranges tels que les sorties de corps, la clairaudience, les prémonitions, les contacts avec les défunts, les montées de Kundalini, etc., etc. Bienvenue dans Expérienceur, un podcast éclairant où l'on aborde les phénomènes paranormaux pour réunir la science, la santé et la spiritualité. Bonjour, aujourd'hui avec nous Jonathan Mathilde, qui est psychologue, énergéticien et spécialisé dans les états de conscience modifiés. Restez avec nous jusqu'au bout parce qu'on va parler des conséquences psychologiques des expériences de mort imminente. On va parler également de montée de Kundalini. Bonjour Jonathan et merci d'être là. Déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à étudier les EMI? Grande question. C'est vrai que c'est pas si commun chez les psychologues. Euh, alors, à la base, moi, je suis pas quelqu'un qui croyait à ce domaine des expériences de mort imminente, ou de la spiritualité transcendantale. Mm. Moi, ce qui m'a mené vers ça, c'était une expérience spirituelle que j'ai vécue il y a quelques années en 2009, qu'on appelle un éveil de Kundalini. Et cette expérience, très clairement, je m'attendais pas à la vivre. Alors c'est vrai que l'éveil de Kundalini, on pourrait déjà beaucoup la développer. À l'époque, j'ai pu découvrir ce que c'était à travers des articles scientifiques. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ces éveils de Kundalini, ils étaient aussi en lien avec des expériences de mort imminente. Ils pouvaient être en lien parce que le fait de vivre des expériences de mort imminente peut mener à vivre aussi des éveils de Kundalini. Mais tout comme aussi, les éveils de Kundalini peuvent aussi mener à vivre des composantes de l'expérience de mort imminente. Donc, tout naturellement, je me suis aussi dirigé vers le domaine des expériences de mort imminente. Pourquoi aussi? Parce que en 2000, peut-être vers 2013 par là, moi j'étais à l'université de Genève en psychologie. Je devais faire à l'époque un travail de recherche scientifique sur le thème, soit que je voulais, soit qu'on m'imposait. Et puis, ben voilà, j'étais vraiment extrêmement intéressé par développer, travailler psychologiquement sur un travail en lien avec les éveils de Kundalini. Mais à cette époque, j'ai vu que la littérature scientifique était relativement pauvre dans ce domaine. C'est vrai qu'il y avait rien, mais elle était très pauvre. Donc, j'avais pas des bases solides pour proposer ce sujet à des professeurs. Mais par contre, j'ai vu là, et là c'était extrêmement intéressant pour moi de le découvrir, le domaine des expériences de mort imminente était déjà très bien fourni. Là, on était en 2013. Et donc, sur la base de toute la littérature scientifique que j'ai vue, j'ai pu proposer ce sujet à deux professeurs à l'université de Genève à l'époque. J'ai pu les convaincre que c'était un sujet sérieux. J'ai dû les convaincre que j'étais pragmatique, scientifique pour vraiment aborder ce sujet, passer les commissions d'éthique, etc. Ils m'ont fait confiance. Je leur en remercie. Et c'est sur cette base que j'ai pu commencer cette recherche que j'avais fait à l'époque dans un laboratoire à l'Uni de Genève. Donc c'était vraiment, le but c'était de voir les conséquences psychologiques des expériences de mort imminente sur l'anxiété et sur la peur de la mort. Mm. Euh, et puis, comme tu le sais, toi et moi, Audrey, c'est ce qu'on s'est connus là-bas. On s'est connus à Isnoé, franchement, qui est à 300 mètres, à 300 mètres de l'université de Genève, Mm. de l'endroit où j'étudiais. Et donc, c'était l'endroit idéal où je pouvais demander, trouver des participants qui veuillent Mm. bien participer à mon étude. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement, Et c'est comme ça qu'on s'est avec, rencontrés, ouais. donc, avec toute la batterie de tests à passer à cette université de Genève, je me suis portée comme cobaye. Voilà, voilà. Voilà. Est-ce que tu peux, nous donner finalement les états enfin, les résultats de cette étude sur, l'anxiété, la peur de la mort. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, moi, mon but,
c'était ma recherche scientifique qui reste dans le lieu de l'université de Genève, archivée là-bas. Ça n'a malheureusement pas une publication dans les revues scientifiques. Bon, bah, tant pis, c'est pas si grave non plus. Moi, mon but, c'était vraiment de prouver que les expériences de mort imminente diminuent l'anxiété et la peur de la mort, mais avec des résultats qu'on peut dire pas subjectifs, mais biologiques ou Mm, quantitatifs. Bref, c'était des pour pas biaiser, voilà, pour pas que le résultat soit biaisé, les gens ils se disent ah mais non c'est dans sa tête. Mais moi mm, mon but c'était de plutôt voir des indices clairs, mesurables, et puis donc j'ai pu leur faire passer faire passer ces tests à tous ces participants dans un laboratoire à l'Uni de Genève, leur faire passer toute une batterie de tests différentes. Je ne vais pas forcément l'expliquer maintenant. mm, Hum, Et puis, bah, ça m'a mené tout simplement à confirmer ce que la littérature scientifique disait encore jusqu'alors, c'est que les expériences de mort imminente diminuent très significativement l'anxiété et aussi en tant que trait de personnalité, mais aussi la peur de la mort. Voilà. mm, Et ce que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant, mais là plus pour le coup personnel, moi-même, c'était de mm, rencontrer des gens qui ont vécu ces états modifiés de conscience pour partager leurs autres conséquences qu'ils ont eues sur leur vie en général. Et il y en a beaucoup, sur leur mm, perception, sur leur capacité à entrer dans un état de transcendance, sur leur capacité énergétique. Euh, donc, c'est vrai que c'est un très grand sujet, hein. J'ai vu, par exemple, l'un des points communs de toutes ces personnes que j'ai pu voir, c'était qu'il y avait déjà une très grande solitude, de vivre ce phénomène, de ne mm, pas se faire comprendre, et puis d'être seul avec leur propre perception, avec leur propre vécu, leur propre intensité dans la réalité de cet état modifié de conscience qui est extrêmement intense, des fois plus intense que la réalité elle-même, et puis qu'ils n'ont pas grand monde avec qui partager. Voilà. mm, mm. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et moi-même, je doutais même à l'époque que c'était encore une expérience de mort imminente quand je suis venue. Et je suis venue, je vais faire un Oui. scoop, je suis venue en me disant, ah ben là, je vais passer une batterie de test et comme ça, au moins, je serai sûre. C'est à quel point, en fait, c'est compliqué pour notre mental cartésien de vivre des expériences intangibles en fait, hein. Et oui, ça peut être traumatisant pour certains, hein. Oui, oui, oui. Et de mon expérience personnelle, même moi, je me souviens très bien le jour où j'ai vécu mon éveil de Kundalini, 2009, hein, je savais même pas que que ça s'appelait un éveil de Kundalini. J'ai dû vivre avec sans savoir ce que j'avais vraiment. Et puis c'est à partir de 2013 où par hasard je suis tombé sur le mot Kundalini et j'ai compris que j'avais vécu ça. Et après coup, j'étais allé voir l'un des psychologues de Isnoé qui m'a confirmé, j'aime bien ce mot confirmé, ou validé le fait que j'avais eu un éveil de Kundalini. Et ça m'avait fait mais un bien absolument gigantesque qu'un expert du domaine me le valide. Et je sais très bien, quand on souffre de quelque chose, soit d'une souffrance liée à l'éveil de Kundalini ou toute autre psychopathologie, le simple fait qu'il y ait un expert devant nous qui examine notre sujet, nos Mm, symptômes, et puis qui valide à côté, mm, c'est c'est réconfortant. On se dit mm, qu'on n'est pas, on savait qu'on était peut-être un peu bizarre, mais beaucoup moins bizarre, beaucoup moins faible. Mais on se dit, mais ça veut dire que dans mon anormalité, je suis normal aussi. mm, mm, Et donc, il y mm. a d'autres personnes comme moi, et puis j'aimerais bien les rencontrer, j'aimerais bien qu'on partage. Et moi, après ce moment, peut-être pour toi, ça l'était aussi, mais après ce moment où ça a été validé, j'ai pu avoir une vie beaucoup plus paisible et Mm, m'adapter face à tout ce que ça a amené. Je ne sais pas si pour toi c'était à peu près. C'était exactement la même chose en fait, hein. Le fait qu'on valide l'expérience, moi à 99%, je savais que c'était pas une psychose, mais mon mental en fait n'avait que ce référentiel-là. Et ben, en fait, oui, j'ai eu besoin, c'est fou hein, à quel point d'avoir cette validation pour enlever le petit pourcent qui restait de doute. Et après, je dirais même, enfin pour moi, j'irais même jusqu'à dire que la validation de ces expériences, elle est thérapeutique. Parce qu'enfin, j'ai pu accepter tous les phénomènes qui s'étaient développés suite à ben, toutes ces expériences que j'avais vécues, quoi.
il y a pas, il y a l'expérience en elle-même, il y a tout ce qui s'ouvre par la suite, qui sont d'autant plus intangibles parfois et qu'on a besoin d'un accompagnement. Moi, j'aurais eu vraiment besoin d'un accompagnement à ce moment-là. Euh, et, et, et d'ailleurs, c'est ce que tu proposes maintenant, grâce à cette expérience. Oui, oui. Bah, il faut savoir qu'en fait, déjà nous, francophones, hein, même scientifiques francophones, on est, euh, on n'est pas très sensibilisés à tout ça. Les anglophones sont beaucoup plus ouverts. Aux États-Unis, en Angleterre, les articles scientifiques dans ce domaine, bah, ils foisonnent de plus en plus. On en parle plus ouvertement. Ils sont Mm, plus ouverts à la dimension spirituelle, les anglophones. Ils sont plus ouverts à ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, donc en lien avec la spiritualité. Alors que les francophones, on est beaucoup plus fermés à ça. On est plus d'obédience. Je ne le suis pas moi pour le coup, mais psychanalytique, avec ses qualités ou ses défauts, mais qui sont souvent dans le rejet de la dimension spirituelle et transcendantale. mm, Ce qui amène les francophones à une tendance à mm, psychopathologiser ce phénomène. Et là, on entre dans des erreurs de diagnostic qui peuvent avoir des conséquences. Et voilà, oui, alors moi, c'est l'un de mes objectifs, hein, comme le tien, c'est de mm, sensibiliser sur le domaine des mm, émergences spirituelles. On est dans ce domaine-là, que ce soit expérience de mort imminente, éveil de Kundalini, sortie de corps, éveil spirituel au sens large, mm, mm, pour que les gens puissent s'identifier, se dire que mm, oui, ça mm, existe, mm. et puissent aussi, ça, c'est important ce terme, euh, euh, puissent intégrer psychiquement Ah, ce qu'ils ont vécu et pour aller plus loin, pour la suite, pour se développer. Ça, c'est extrêmement important de l'intégrer. Et le fait de l'intégrer, ça comprend aussi le fait de l'accepter. Et cette étape d'acceptation, je sais que, enfin, tu me diras pour toi comment c'était. Pour moi, ça a été très dur, cette étape d'acceptation, étant donné que de base, je suis quelqu'un qui n'était pas du tout ouvert à tout ça, quelqu'un mm, même de sceptique, quelqu'un qui ne voulait peut-être pas forcément y croire. Mais à un moment donné, il fallait pas que je me mente à moi-même. Tout, mm, tout allait vers ça. Et le simple fait de l'accepter, là, mais alors là, dès ce moment-là, j'ai fait un bond en avant sur tous les plans, psychologiquement, mm. transcendamentalement. Est-ce que même pour toi, l'acceptation, c'était facile ou... Ah, moi, ça a été extrêmement très dur. Ça a duré. J'en ai pas parlé pendant 8 ans. Parce que je savais pas à qui en parler. Donc, le côté isolé, avec des phénomènes qui m'arrivaient que je comprenais pas, que mon mental qualifiait de pathologique, non, ça a été extrêmement dur. Je pense que, voilà, moi, si je fais le podcast, c'est aussi voilà, pour donner cet espace-là, pour montrer aussi bah, qu'il y a des gens qui étudient ça, qu'il y a des gens qui accompagnent ça, parce que bah, finalement, c'est peut-être offrir aussi ce qui m'a manqué, vraiment ce qui m'a manqué. Oui, oui, oui. Écoute, moi, c'est un peu comme toi. Moi, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement des gens qui ont vécu des émergences spirituelles, voire qui vivent des crises spirituelles, donc quelque chose de beaucoup plus abrupt. Je le fais pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une pénurie de psy, de spécialistes dans ce domaine. Et puis, il y a une tendance à psychiatriser ces phénomènes, à en faire quelque chose de psychotique. Et ce qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, si on est un bon professionnel de la santé, hein, qu'on soit psychiatre, médecin, infirmier, qu'importe, c'est de se référencer à la base à la littérature scientifique. Et si on regarde, même aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le DSM-5, qui est le livre qui répertorie toutes les psychopathologies ou souffrances en lien avec la psychologie en général, il y a même une rubrique à l'intérieur qui s'appelle les problèmes euh, en lien avec tout ce qui est religieux et spirituel. Ça a été mis en place grâce à des psychologues spécialisés dans ce domaine, notamment aux États-Unis, qui ont fait que maintenant, les éveils de Kundalini, petit à petit, se font accepter. Mais ça prend le temps qu'il faut. Il y a aussi de plus en plus d'articles scientifiques, depuis en tout cas 5 ans, sur les éveils de Kundalini qui sont là. On peut pas les nier. C'est dans des revues, des comités de, pardon, c'est dans des bases de données scientifiques à comité de lecture. euh, qui sont parfaitement lisibles par tout professionnel de la santé. Et j'ai même envie de dire, moi, quand je tombe sur un professionnel qui a un patient qui a vécu quelque chose de transcendantal, comme un éveil de Kundalini, que lui a de la peine à comprendre, moi, je lui envoie volontiers de la littérature scientifique, comme ça, il arrivera à mieux prendre en charge son patient. Mais bien Donc, sûr. c'est juste pour dire, la littérature, elle est là, elle est peut-être petite, mais elle est bel et bien là, elle est de plus en plus.
présente. Et maintenant, il faut simplement aussi avoir un réflexe de curiosité, de se documenter. Et aussi, j'ai envie de dire, et ça je le pense vraiment, avoir le courage d'en parler à ses confrères. Ça, c'est pas gagné, hein. C'est encore loin d'être gagné. Mm. Parce que je connais bien le monde de la psychologie. La moitié des psys, ça ne leur parlera pas. Voire ils vont trouver ça comme quelque chose de psychotique. Peut-être une partie ne saura pas trop quoi penser. Mais il y aura une petite partie qui va y croire. Mais parmi cette petite partie, une grande partie sera silencieuse, n'osera pas parler de tout ça. C'est ça. Et donc, il reste plus grand monde à la fin pour vraiment sensibiliser sur ce domaine. Il y a vraiment plus grand monde. Mm. Oui, mais c'est pour ça que je te remercie hein, vraiment d'oser prendre la parole parce que je sais que c'est compliqué voilà, dans ces domaines-là et je te propose même qu'on mette en référence justement sous l'épisode quelques articles scientifiques hein, voilà, pour les gens qui seraient intéressés parce que est-ce que tu as rencontré des personnes à qui c'était arrivé, qui ont vécu des expériences parfois douloureuses finalement, d'ouverture spirituelle, d'éveil de Kundalini, même d'expérience de mort imminente, et qui auraient pu avoir un diagnostic psy derrière. Qui ont reçu des médicaments suite à leur éveil, euh, qui et qui ont reçu même des médicaments sur le long terme, à qui on avait donné un diagnostic de troubles psychotiques et qui ne l'était pas. Et donc du coup, il faut bien se dire qu'ils se sont auto-suggérés et suggérés qu'ils avaient un trouble psychotique, et ça aide encore pas, Ah parce oui. que il y a une tendance quand on vit des éveils de Kundalini, de de faire que ce que l'on pense devient beaucoup plus réel quelque part. Et ces gens, s'ils croient qu'ils sont psychotiques, ils vont beaucoup plus développer, on va dire, des symptômes psychotiques, devenir plus, Mm. par exemple, désorganisés, devenir plus irritables si on les contredit, ou voilà. Donc, c'est important dès le départ de bien différencier qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui est non pathologique. Mais sincèrement, entre nous, je pense que cette sensibilisation, euh, elle prendra du temps. Elle prendra beaucoup de temps, mais je vais te dire aussi pourquoi. Là, je te parle des éveils de Kundalini, mais si on prend comme exemple les expériences de mort imminente, je pense que l'étude qui a mis en avant les expériences de mort imminente, vraiment au niveau scientifique et qui a fait que ça a été un domaine validé et qu'on n'a plus pris ce phénomène comme quelque chose de Mm. psychopathologique, c'était Mm. l'étude de Pin von Lommel en 2000 ou 2001. Donc Mm. ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que cette étude, elle est là. Il y a un chemin qui a été fait, mais ça reste un domaine qui est marginalisé. Mm. C'est toujours dur d'en parler dans le domaine de la psychologie. Ça, je le vois, c'est un domaine qui est tabou. Donc, moi, je pense que précisément dans le domaine des éveils de Kundalini, là, on est peut-être au début, mais ça prendra encore le temps qu'il faut. Et ma conviction profonde est que m- même si moi, je n'aurais pas vécu tous ces phénomènes et que je tomberais, paf, sur un article scientifique qui parle de ça, cet article, j'aurais de la peine à y croire. Ben Je oui. le mettrais un peu de côté en me disant, ouais, bah, ils sont un peu dans leur monde, ils sont bien gentils, Mm. mais ils sont dans leur monde. Et je pense sincèrement, donc, que ce sera pas si facile, ce sera peut-être même impossible de convaincre toute la Mm. communauté scientifique que ces sujets Mm. existent. Donc, on sera toujours, à mon avis, en marge. Mais l'important, c'est que il y ait une forme de crédibilisation qui se fait soit par le DSM, qui est là, soit par d'autres articles scientifiques, qui font que on aura notre légitimité entre nous d'en parler. Il y aura aussi cette légitimité de la part du patient de se dire, ah, mais ça existe, il y a des articles scientifiques, je vais l'envoyer à mon médecin ou mon psychiatre pour peut-être voir s'il faut changer de diagnostic. Et puis encore par derrière, j'ai même envie de dire, il ne faut jamais oublier, nous-mêmes, patients, on a le droit, en France, je ne saurais pas, mais je sais qu'en Suisse, là où je suis, on a le droit de dire, ah, mon psychiatre ou mon médecin ne me convient plus, je change de psy. Et peut-être ce psy va mieux me comprendre après ces articles que je lui montre, après le fait que je lui expliquais ce que j'ai vécu. Et donc, il y a une alliance thérapeutique qui se crée, qui est beaucoup Mm. plus euh, euh, profitable pour le développement personnel de la personne.
Donc voilà, je pense sincèrement que c'est aussi de la responsabilité de nous-mêmes de choisir nos bons thérapeutes avec qui on veut avancer. C'est clair. Et nous deux, en étant des professionnels de santé, hein, euh, c'est vrai qu'on comprend cette réticence. On comprend ce conditionnement aussi par nos études, du moment où on n'aborde pas dans nos professions et dans les études, en fait, hein, ces états de conscience modifiés, eh bien, ça n'existe pas, tout simplement. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je suis curieux, toi, tu as fait un cursus d'infirmière en France, je crois. Oui, On vous a déjà parlé de la notion de spiritualité dans vos études? Ah non, chez nous, alors c'est encore moins. Alors moi, je trouve que chez vous, c'est très très ouvert, tu vois. Ah non, 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 du tout. En fait, c'est très tabou. C'est pas du tout la dimension spirituelle n'est pas du tout abordée dans la pratique. Et je trouve ça très dédommageable, hein. Vraiment, vraiment. Alors là, pour moi, c'est on se coupe de quelque chose si on nommait ces dimensions invisibles, spirituelles et transpersonnelles, d'état de conscience modifié. Ce sont tous des domaines qui font l'entièreté de l'humain. Et moi, qui ai beaucoup fait de recherches par rapport au phénomène de voix, c'est vrai que bah, en fait, il y a à questionner effectivement nos conditionnements par rapport à que l'on met sous le terme d'hallucination. Parce que dans les états de conscience modifiés, en fait, les hallucinations, enfin, il suffit de se mettre en état d'hypnose, pour avoir des images, voilà, c'est, alors après, effectivement, ça ne veut pas dire que la pathologie n'existe pas. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans le podcast, hein, parce que on peut vivre aussi ces phénomènes en ayant une pathologie. Mais peu importe qui est pathologie ou qui est pas pathologie, c'est surtout de ne pas mettre de côté ces expériences-là et de ne pas les psychiatriser d'entrée. Moi, pour le coup, tu sais, quand j'étais à l'Uni de Genève, on nous a jamais parlé de dimension spirituelle. On nous parle à la limite de dimension interculturelle, mais ça s'arrête vraiment à ça. Euh, on a entendu parler une fois du phénomène des entendeurs de voix, sans les psychiatriser, mais en disant que c'était un phénomène qui est vécu, je crois, par 1% de la population. À toi de me confirmer, je crois que c'est 1%. Euh, mais c'est vrai que c'est très rare, cette sensibilisation sur le domaine du non psychiatrique, voire du transcendant. Et moi, ce que j'invite beaucoup avec mes patients, juste pour faire la part des choses, est-ce que ce que je vis comme contenu transcendantal, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il est possible que ces contenus qu'on entend, imaginons des voix, peut-être que ces voix, elles peuvent nous indiquer, nous donner des informations crédibles qu'il faut vérifier comme une enquête. Et il faut faire ce travail d'enquête personnelle, de se dire, mais est-ce que cette voix m'a dit vrai quand elle me dit que derrière moi, il y a une personne qui va pas bien parce qu'elle a vécu ceci, ceci, cela? Il faut le vérifier. Tout comme les personnes euh, qui vivent une sortie de corps. Ah, j'ai fait une sortie de corps pendant la nuit, je suis allé dans telle pièce et j'ai vu qu'il y avait tel objet de telle manière. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ben, le matin, quand je me lève, ben, je vais aller voir. Est-ce que c'est c'est ça. vrai, c'est faux, cet objet était de telle manière? Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire une enquête sur soi, avoir, développer un peu une confiance aussi en soi, de se dire, mais non, je ne vis pas dans un délire, ce que je vois est vraiment vrai. Et puis, le grand challenge aussi, c'est de trouver des gens avec qui parler. C'est ça. Mais ça peut pas être n'importe qui aussi, ces gens avec qui parler. Des fois, on croit que ça peut être notre femme, notre mari ou notre meilleur ami, mais peut-être même pas. C'est peut-être même pas les bonnes personnes, parce que même elles ne vont pas vous comprendre. Euh, il faut trouver des... Voilà, il faut vraiment poser des questions pour avoir des indices. Est-ce que, par exemple, si je te rencontre, toi, Audrey, je te poserai la question, toi, tu penses quoi de la spiritualité? Tu me donnerais deux, trois indices, et là, je verrais que tu es ouverte, et je pourrais en parler plus. Mais ce qu'il faut beaucoup, c'est trouver un écho en face de toi, en face de nous-mêmes, qui nous comprennent, et puis qui nous jugent,
pas, pardon, qui ne nous juge pas Mhm. et qui soit tout simplement bienveillant. Et c'est tout ce qui compte à la fin. C'est ça. Et souvent, alors je sais pas toi, hein, mais alors juste avant de répondre à ça, mais les études, c'est entre 8 et 14% des entendeurs de voix non pathologiques, hein. Et il y a seulement 1% de personnes diagnostiquées schizophrènes. Il y a beaucoup plus d'entendeurs de voix, voilà. Alors, et c'est pareil, je veux dire, moi à l'époque, comme j'étais infirmière, l'expérience que j'ai vécue, je l'ai interprété avec le vocabulaire que j'avais à l'époque. Pour moi, j'ai entendu une voix. Maintenant, en fait, avec les années d'expérience, le phénomène s'est même transformé puisque moi, je l'ai intégré et j'ai juste l'impression de recevoir des informations qui sont totalement différentes maintenant de ce que j'ai vécu à l'époque, qui aurait pu me faire basculer dans la pathologie parce que mon mental l'a intégré comme une voix venant de l'extérieur, donc pathologie. Alors que, et ça s'est transformé, et maintenant, c'est clairement une information qui vient de l'intérieur, et plus liée à quelque chose de très subtil, d'intuitif, tu vois, et je peux avoir d'autres informations qui viennent par d'autres biais, tu vois. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que pour moi, j'ai souvent rencontré, tu me diras si toi ça t'est arrivé aussi, mais des personnes qui me disent on ne m'a pas écouté. On n'a pas écouté l'expérience. Et ça, c'est. J'ai pas été entendue. J'ai essayé de dire, mais j'ai pas été entendue par le professionnel. Et pour moi, un professionnel, la première chose qu'il doit faire, c'est écouter l'expérience. On peut pas, à aucun moment, on ne peut te dire que ce que tu as vécu n'existe pas. C'est toi, tu l'as intégré comme ça. Tu mets le vocabulaire que tu as là, dans l'instant, avec l'expérience que tu vis. Oui, oui, oui. Et là, ce que tu racontes là, ça me fait penser à ces gens. Je prends un exemple, hein, qui ont vécu par exemple un viol. Mhm. Ils sont traumatisés par Ben oui. l'expérience. Ils vont voir des Mhm. policiers pour porter plainte. Et à la police, on ne veut pas prendre leur témoignage, on ne les croit pas. On diront, ah, mais vous étiez habillé comme ceci, comme cela. Et là, ça mène vers un deuxième traumatisme. Ben, c'est ça. Voilà, maintenant je fais le lien avec Mhm. ces états modifiés de conscience. On les vit. Il y a quelque chose de traumatisant. On essaye d'en parler. L'autre en face, ça fait un mur. Il nous met en doute. Il pense qu'on est peut-être, Mhm. qu'on a débloqué peut-être. Et ça, c'est encore un traumatisme. Mhm. Ben oui. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte de trouver les bonnes personnes en face de soi pour en parler. J'ai même envie de dire, là, notamment dans le domaine des expériences de mort imminente, il a été démontré par des articles que dans les couples, il y a beaucoup de divorces Mhm. suite à un éveil de Kundalini par l'un des partenaires. Mhm. Pourquoi? Parce que enfin, déjà, le contenu du vécu est difficile à assimiler par Mhm. l'autre, mais en plus, le changement de personnalité de la personne qui a vécu l'EMI est tellement flagrante que l'autre ne la reconnaît plus. Oui. Donc, à la fois, il y a le récit, et à la fois, il y a encore le changement de personnalité abrupt, et à la fin, l'un l'autre, ils ne se reconnaissent plus, ils sont plus sur le même parallèle, et puis ils ne sont plus ensemble, hein. Bon, je crois qu'on est à 50% de divorces parmi les Ouais. personnes qui ont vécu des éveils de Kundalini. Oui, oui. Non, mais c'est clair que ces expériences, elles sont très, elles transforment vraiment en fait, parce que on va à l'essentiel. Ça libère de plein, je ne sais pas ce que ça fait au niveau de notre mental égo, j'en sais rien, mais il y a plein de choses qui n'ont plus d'importance. Et effectivement, ça peut être compliqué dans le quotidien. Effectivement, ouais, ouais. C'est tout un cheminement. Il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de réalité subjective. Donc, nous-mêmes, toi, moi, quand je te vois, je peux te voir, je peux avoir des pensées. Ces pensées, ma réalité interne, elle est réelle, mais elle est subjective, elle est que à l'intérieur de moi, il n'y a que moi qui peux la juger, mais elle existe. Donc voilà, c'est la même chose pour les émergences spirituelles, les expériences de mort imminente, les éveils de Kundalini. Il y a quelque chose que seul moi a vécu, seul moi ressent ce qui est là, même si c'est transcendantal, mais ça en reste une réalité pour autant, que personne ne peut nier. Et au contraire, si l'autre commence à le nier, surtout s'il est psychiatre, et ça fait très très mal. Ça, c'est très dur.
Ah, ça, c'est effectivement une double peine. Moi, je me rappelle premières fois où j'ai parlé à des professionnels de santé et que tu vois le regard de la personne en face de toi qui change. Et qu'en plus, t'as l'information, elle est en train de me prendre pour quelqu'un de cinglé, tu vois. En fait, là, t'as le double et tu te dis, mais c'est juste incroyable. Donc, il faut que je commence à prouver que je suis, c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'ai dû convaincre, mes professeurs pour faire ton master sur les EMI. Ouais, J'ai dû les convaincre que ça avait de la matière et qu'on, scientifiquement, on pouvait aussi aller là-dedans. oui, Et oui, c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est une double oui, peine oui. parce que le psy, il a une autorité sur ta santé mentale. Oui, traditionnellement, c'est la référence. Sain et pas sain mentalement. Oui, oui. Ben oui. Et puis j'ai même oublié ce qui est un peu, bah, c'est un peu notre société aujourd'hui. On ne, on, on ne peut croire les choses presque que par la science. C'est un peu notre nouveau langage, notre nouvelle religion. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'importe. Mais c'est un fait. Tant qu'on ne démontre pas les choses avec le protocole scientifique, avec toute l'épistémologie, on va pas nous croire. Donc aujourd'hui, enfin, c'est pas pour ça que moi, j'aime particulièrement la science, mais j'ai compris que c'est que par ce biais qu'on pourra sensibiliser les gens, les convaincre, les aider. Je vois pas d'autre voie possible. Après, je sais qu'il est possible aussi d'utiliser d'autres voies que la science, mais qui sont beaucoup plus marginales. Là, c'est des voies plutôt des religions, parce que on peut aussi parler d'éveil spirituel à travers différentes religions, donc à travers différents spécialistes religieux, que ce soit kabbaliste, que ce soit chrétien, que ce soit chez les musulmans, comment on les appelle déjà? Les, Les soufis, les les soufis. soufis. Voilà. C'est d'autres voies possibles. Moi, en tant que après, identitairement aussi, on se pose beaucoup de questions. Comment il faut raisonner face à ce phénomène? J'ai dû me faire aussi cette réflexion à un moment donné. Comment je vais l'appréhender? Par le biais d'une religion. Et après, j'ai vu, ah non, pas obligatoirement. J'ai vu qu'il y avait la voie de la science. Je me suis dit, bah, je vais me diriger vers ça, étant donné que c'est dans ma culture suisse, occidentale. Et c'est comme ça que je me sens beaucoup plus posé, parce qu'au moins les réponses que j'ai, peut-être il y en a peu, mais au moins elles sont fiables. Et puis, il y a personne qui pourra même si j'ai un psychiatre en face de moi qui me dit non, je sais que ce qui fait référence, c'est pas lui. Ce qui fait référence beaucoup plus, c'est l'article scientifique qui est au-dessus de lui. Bien sûr. Et il y a quelque chose de beaucoup plus reposant quand même. Bien sûr. Et je suis d'accord avec toi parce que tu abordes ça, mais c'est vraiment une crise identitaire. En fait, où tu vis un phénomène qui, comme une crêpe, ça te retourne ta réalité du jour au lendemain, en fait. Et tu dois recréer, et c'est tout l'art de l'intégration de ces phénomènes-là, et du coup, de l'accompagnement qu'on pourrait donner. Bon, moi je le fais pas, mais toi tu le fais, pour parce que ça prend, enfin, ça a été une souffrance chez moi en tout cas. Ça a pris des années et je me dis, mais si j'avais eu un accompagnement, mais j'aurais gagné beaucoup de temps et beaucoup moins de souffrance. Oui, 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 oui. Juste, petite théorie comme ça, il y a ce qu'on appelle l'émergence spirituelle. Là, c'est le fait de se développer spirituellement ou transcendentalement, mais de manière complètement saine. C'est gérable psychologiquement. Et puis, il y a encore le phénomène à l'intérieur qu'on peut appeler la crise spirituelle, où il y a à l'intérieur cette crise identitaire, où tout d'un coup, on vit tellement de choses de manière si abrupte, si intense, qu'on ne sait plus trop qui on est. On sait plus trop quelles sont les lois de la physique C'est qu'on ça, croyait connaître. On se demande, on comprend qu'il y a une forme d'autre réalité, mais c'est extrêmement choquant de voir qu'il y a tout d'un coup une autre réalité qui est là. Et on se demande pourquoi moi, pas les autres, pourquoi je suis tout seul, pourquoi je peux en parler à personne. Bref, cette crise spirituelle est extrêmement intense, tout en sachant que si je prends le cas des éveils de Kundalini, pour le coup, il y a des études qui ont montré que l'intensité de cette expérience est plus forte que la simple prise d'une LSD. Que du LSD. Donc c'est extrêmement puissant, ces substances. Et non seulement le LSD, c'est plutôt à court terme, l'éveil de Kundalini, là on est sur du long terme, hein. et ouais. Donc
il faut qu'on survive à un phénomène mm, extrêmement puissant. mm, C'est loin d'être facile. Et puis, oui, on parlait de crise identitaire. La crise identitaire est extrêmement puissante. Qui je suis, qui je ne suis mm, pas, qui je suis avec ces nouvelles perceptions qui me sont arrivées. Après un éveil de Kundalini ou bien après une expérience de mort imminente, les gens peuvent développer, par exemple, soit des capacités médiumniques, soit des capacités de guérison, ils arrivent à peut-être à diriger, à maîtriser cette énergie ou pas, mais mm, ils ont compris qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur d'eux. Il y a encore cette crise identitaire en lien avec un nouveau sens ou des nouveaux sens qui sont là, qu'il faut encore apprendre à appréhender. Donc, il y a le déclencheur et puis encore toutes les conséquences psychologiques de l'émergence spirituelle qui est là. Donc, ça fait beaucoup de travail. ouais, Et aujourd'hui, enfin, d'après ce que j'ai vu, il faut à peu près 7 ans en moyenne mm, pour intégrer psychiquement ce qui a été mm, vécu. Pour autant encore il faut de l'aide. Plus on a de l'aide tôt, plus on mm, arrive à intégrer rapidement ce qui a été vécu. mm. Et c'est toute la force finalement. On s'est rencontrés à Genève, à l'Institut Oui, suisse des sciences noétiques, mais c'est toute la force des groupes d'entraide et de l'entraide à ce niveau-là, parce que quand on témoigne finalement dans un groupe de parole comme ça, et qu'en fait on a des gens qui, ne serait-ce que, moi je me rappelle voir les gens hocher la tête, rien que ça en fait, c'est waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien, parce que c'est tellement il y a tout ce qu'on peut vivre par la suite, parce que effectivement, ça ouvre sur d'autres phénomènes. Moi, je me rappelle que les premières fois où j'ai commencé à avoir des informations, je touchais les gens et j'avais des informations qui arrivaient. Et en plus, j'entendais, mais dis-le à la personne. Mais j'étais incapable de dire quoi que ce soit parce que je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas dire quelque chose. Ça n'existait pas pour moi. Et ça existait pourtant. Une réelle souffrance, oui. vraiment. C'est super que tu me dises que j'ai vécu la même chose que toi. C'est hochement Ah, de tête. ah oui, ah bah, mais oui, Non, mais je vais t'expliquer, moi. Moi, c'était quand j'étais allé là-bas. Peut-être en 2013, la première fois que j'ai fait mon témoignage, pour la première fois, ouvertement, mais comme un coming out, hein. mais c'est C'est la ça. même chose. C'est un coming out spirituel. Et c'est une étape aussi pour intégrer psychologiquement l'état modifié de conscience vécu. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai parlé, je pourrais vous en parler après un petit peu, hein, mais la première fois que j'ai parlé dans ce groupe de parole, il y avait peut-être 30 personnes. Je me suis dit, peut-être que je suis arrivé dans le groupe des fous. Oula. Mais allez, porte, je vais causer, parce que maintenant, il y a bien des jours où il faut que je cause, et ce sera maintenant, et je vais causer. Et moi, je t'avoue que quand j'ai causé, j'ai regardé le sol tout du long. J'ai regardé le sol, j'ai regardé les gens pour pas me faire, pour pas être déstabilisé. J'ai regardé le sol, j'ai posé, je sais pas combien, pendant combien de temps, 15 ou 20 minutes. Et c'est après ça que j'ai levé le regard vers les autres. Je voyais des regards compatissants, des hochements de tête, comme tu dis. Et là, mais bordel, ça fait un bien, mais Ouais. énorme pour la Mm, première fois de ma vie. Et je sais que ce jour-là, c'était pour moi libérateur. C'était un coming out. C'était une étape d'acceptation énorme. Et à partir de ce moment-là, j'ai, il y a quelque chose qui s'est enclenché dans mon éveil de Kundalini d'encore plus puissant. mm, Et de bien pour le coup, hein, de bien. mm, J'étais cette fois-ci fier, content d'avoir ce mm, phénomène. Alors mm, qu'avant, j'étais dans la souffrance de ne pas avoir des questions, la souffrance de ne pas accepter. Il y a eu un avant, un après. mm. Et après ce moment où j'ai pu parler, j'étais libéré. J'étais même content. J'étais fier et je savais que devant moi, il y avait que du bon, que du positif. Mm. Et c'est vraiment ce que tu dis, hein. Moi, j'ai vraiment senti ça, un avant et un après. Mhm. Parce que moi, avant, je rejetais, je ne voulais pas de toutes ces informations, donc je les rejetais. Et plus je les rejetais, Ouais. plus ça venait, parce que tu peux pas rejeter ce que tu es, en fait. Ouais, non, j'adore cette discussion. Peut-être que tu pourrais, voilà, partager pour des auditeurs, peut-être un petit peu, ben, ce que tu as vécu finalement, Oui, oui. cette montée de Kundalini et comment c'est arrivé. Alors moi, en fait, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 23 ans à l'époque. C'était en 2009. Donc ça fait plus de 15 ans. Moi, j'étais allé dans un groupe
chamanique. J'ai une amie qui m'a invité à aller là-bas dans le canton de Fribourg, hein, avec une dame qui se disait chamane, bon, qui est chamane en fin de compte, voilà, qu'importe. Mais en tout cas, elle m'a apporté cet éveil, ça c'est certain. Et puis, cette dame, elle nous invitait, voilà, à nous coucher, à faire une expérience chamanique. Donc on était couchés, on était une quinzaine de personnes. Et elle nous avait fait écouter plein de sons différents avec des bols tibétains, des petites cloches, J'arrive pas à dire tous ces noms d'instruments, hein. Mais il y avait dans cette salle, il y avait un gong qui était là. Il faut bien dire aussi mon état d'esprit en allant dans cette pièce. J'étais quelqu'un spirituellement de plutôt sceptique, très léger sur ce phénomène. J'étais là plus comme quelqu'un qui faisait du tourisme en me disant, ah, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coin? Allons-y pour voir ce que c'est. Pas du tout moqueur, mais juste curiosité pure et dure. Alors, voilà, ces petits instruments à percussion, quand j'étais couché sur le dos, ça m'a rien fait de particulier. Mais dès l'instant où cette dame, elle a tapé dans le gong, dès cet instant, ça m'a statifié le corps, mais de manière instantanée. Et là, en très peu de temps, en moins d'une seconde, je me suis dit, bordel, là, il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas, qui me dépasse complètement. Je savais que j'étais en face de quelque chose d'important. Je touchais quelque chose de transcendant pour la première fois de ma vie, et je me suis posé très vite la question, mais est-ce que je dois avoir peur ou pas? Et je me suis dit, bon, je vais pas avoir peur. Je vais vivre le phénomène à 100%. Quoi qu'il arrive, on verra ce que ça amène. Et là, c'est vraiment ça, c'est dur hein, de réfléchir hein, dans ces instants-là, mais c'était ma philosophie du moment. Bon, je vais vivre ce qu'il y a à vivre. Et puis, euh, j'étais statifié. J'ai pas essayé de bouger ma main, mes bras, mais j'ai compris que c'était rigide. J'arrivais pas. Je me suis pas battu pour bouger cette statification. J'ai laissé faire. Et puis, à un moment donné, je sentais vers le bas de ma colonne vertébrale, vers en dessous de mon bassin, comme si mon bassin se surélevait lentement mais sûrement. Puis je me suis dit, mais oula, je me suis couché sur quelque chose, sur une bosse. C'est étrange. Et puis ça me fait lever le bassin. Puis après, je comprends que non, mais il n'y a pas de bosse en fait. Mon bassin, il se lève tout seul. Il se lève petit à petit tout seul. Et à un autre moment, je commence à sentir que c'est ma respiration que j'arrive plus à contrôler. Elle devenait plus lente, plus profonde. Ok, j'ai compris que le phénomène y prenait de l'ampleur. Donc j'ai continué de laisser faire le truc. J'étais vraiment comme quelque part un pantin, mais j'ai envie de dire un pantin consentant. Mhm. Un pantin C'est qui ça. acceptait le phénomène. Mhm. Euh, et, et voilà, il y avait cette force qui montait au niveau central, au niveau corporel, qui montait vers le milieu du ventre, vers, euh, vers le cœur, qui montait, et c'est même monté, et plus ça montait, plus mon corps se courbait, et à un moment donné, ça montait vers mes cervicales. Peut-être tout ce phénomène, ça a duré peut-être, c'est difficile à dire, 10 minutes, 15 minutes, c'est très difficile à dire. En fait, la chamane, à chaque fois qu'elle tapait dans le gong, elle laissait le son s'estomper, s'estomper. Et une fois que ça s'estompait complètement, elle retapait dedans. Et le phénomène, il continuait, il continuait. Et cette force, elle était montée jusqu'à mes cervicales. Et là, mon dos, il était complètement voûté vers l'arrière. C'est vrai que ça fait un peu peur comme ça. Moi, j'étais un jeune qui regardait des films d'horreur dans ma vie. Ben, je sais que ça ressemblait un peu à ce que j'ai vécu. Mais j'étais pas du tout dans la souffrance. J'étais dans le questionnement de ce que je vivais. J'étais aussi dans l'acceptation, franchement, hein. Et puis, mais par contre, là, je commençais à douter parce que je sentais cette force qui était là et qui allait rentrer dans ma tête. Et là, je me suis dit, ça y est, là, Jonathan, peut-être, là, tu vas peut-être mourir. Parce que si cette force, elle est Mhm. capable de te goûter le dos, euh, sans ta volonté, qu'elle te statufie, qu'est-ce qu'elle va faire dans ton cerveau? C'est étrange dans ces moments-là, voilà, il se passe beaucoup de choses en peu de temps, Mhm. mais je me suis dit aussi quelque part au fond de moi, j'avais vécu beaucoup de choses, peut-être que je vais mourir, et puis quelque part, j'accepte la mort aussi. Voilà. Mhm. C'était dans Mhm. ce moment-là. Et j'ai accepté alors que cette force, elle entre dans ma tête. Je l'ai laissée rentrer dans ma tête. Et là, elle m'a fait un mal de crâne absolument gigantesque. Elle m'a fait, j'aime bien le dire, elle m'a fait bouillonner mon cerveau.
mm, extrêmement fort. J'avais un mal de crâne énorme. Ça m'a levé la tête vers le haut. J'avais toujours le dos voûté, le regard, enfin, pardon, le visage qui montait vers le haut, et j'avais encore les yeux en révulsion, qui sont mm, devenus blancs, mm. avec un mal de crâne énorme. C'est scénario film d'horreur. Et j'ai souffert comme ça pendant, c'est difficile à dire, 30 secondes. Et puis après, à un moment donné, la chamane, elle a pu taper dans le gong, mon corps, il s'est remis normalement. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'arrivais pas trop à comprendre. J'étais sous le choc de l'expérience. J'ai pas essayé de même comprendre. Je, je faisais étape après étape, d'après ce qu'on me disait, d'après ce que la chamane disait. J'arrivais même pas à dire ce que j'avais vécu. Je souffrais pas. Mais j'étais sous le choc. Pas un choc négatif ni positif, juste sous le choc. J'arrivais pas à juger de ce que j'ai vécu. Ouais. Mm, Euh, et après, elle a fait d'autres instruments. Elle a fait des tambours chamaniques. C'était marrant, ces tambours chamaniques, parce que j'étais toujours couché sur le dos. Et mon corps, pour la première fois de ma vie, il entrait en transe. J'avais mes bras, un bras qui s'est surélevé, qui commençait à danser, et l'autre bras qui commençait à danser aussi de manière symétrique, harmonieuse. Et puis après, c'était mon corps qui commençait à faire des mouvements serpentins comme ça, d'ondulation. La seule chose que je peux vous dire, je pourrais vous en parler des heures, hein, euh, mais la seule chose qui est certain, c'est que le, 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 le soir même, voire le lendemain, j'étais dans un état d'extase incroyable, de bien-être. Aussi bizarre que ça puisse l'être, cette expérience ultra intense que j'ai vécue corporellement, ça m'a libéré quelque chose, ça m'a fait du bien. J'étais même dans un état d'extase pendant 24 heures après. C'est un peu comme si j'étais amoureux de tout. Je regardais dehors, j'étais, oh, c'est beau le soleil, comme si je le voyais pour la première fois de ma vie. Des choses un peu bizarres pour ça, mais j'étais extrêmement bien. Et ce qui était très perturbant aussi, c'était que je me souviens peut-être 2 ou 3 soirs après, c'est difficile à dire, je me suis recouché dans mon lit, seul chez moi. J'ai simulé, simulé pardon, le son du gong dans ma tête et j'ai recommencé à faire exactement le même phénomène que j'avais vécu durant ce rituel chamanique avec le dos voûté, les yeux qui révulsent, la tête vers l'arrière. Et en réalité, c'est quelque chose qui n'est jamais parti. C'est toujours là, toujours jusqu'aujourd'hui. J'ai même essayé je me suis posé plein de questions si c'était bien, mal. Le mot Kundalini, je ne le connaissais pas à l'époque. Euh, Je l'ai connu que 4 ans après, mais entre ce moment où je l'ai vécu et entre le moment où j'ai découvert le mot Kundalini et j'ai compris que c'était ça que j'avais vécu, je me suis mis plein d'hypothèses en tête. Je me suis dit, ok, c'est une forme de psychose, mais alors une psychose très joyeuse pour le coup, hein, et ça fait vraiment du bien cette psychose. Ou pour moi, c'est une forme de ouais. possession étrange, mais ça me fait toujours du bien. Mais et je me suis dit, mais ça peut pas être possession. La possession, ça fait souffrir, ça fait Mm, pas autant du bien. mm, Euh, j'ai compris qu'il y avait aussi, et ça c'était assez perturbant de le découvrir, il y a une nouvelle forme d'intelligence. J'avais accès à une nouvelle forme d'intelligence, j'ai envie de dire pas la mienne, ou peut-être un moi spirituel, ou bref, une forme d'intelligence. J'arrive pas à l'identifier, mais qui faisait que j'arrive à faire des postures yogiques que je ne connaissais pas. Je suis pas prof de yoga, j'avais même pas vraiment fait des cours de yoga dans ma vie, mais ces postures, je les faisais toutes seules. C'était même pas que les postures, c'est la manière de respirer qui était aussi yogique. ouais. C'était aussi des ohms qui venaient spontanément, des ohms, hein. Euh, Mm, J'étais devenu comme quelqu'un qui connaissait de lui-même le yoga. Et en mm, fait, ben non. Et quand je vois des articles scientifiques aujourd'hui sur les éveils de Kundalini, je vois que c'est vraiment l'un des premiers critères qui montre un éveil de Kundalini, c'est qu'il y a ces postures yogiques qui sont bel et ouais. bien là, Mm. de gens qui sont spontanés, hein, des gens qui n'ont pas même pas appris à faire ça. Et Ouais. j'ai même envie de te dire, pendant une période, je me suis dit, Jonathan, tu commences à délirer. Arrête de faire Ouais. toutes ces postures bizarres. Arrête d'entrer en état modifié de conscience juste pour découvrir des choses bizarres. Je me suis dit, tout ça, ça va mal tourner tôt ou tard Mm. si je continue dans ce domaine. Je me suis dit, là maintenant, tu J'ai eu arrêtes. peur. Tu Tu... arrêtes. Mm, Et j'ai arrêté pendant plusieurs mois, peut-être mm, 6 mois, c'est difficile à dire. Et puis 6 mois après, un peu par hasard, je me suis dit, bon, je regarde si c'est toujours là. Et c'était toujours. bah Donc oui. voilà. Et j'ai Et dû apprendre à l'accepter.
Voilà. Ben oui, ben oui. Et tu sais, ça me fait penser, parce que alors moi j'ai vécu le même phénomène d'arc de cercle comme ça dans une formation en mantra. J'ai fait des stages de mantra intensifs en fait, hein, où on chantait des heures à des heures, et moi je me suis Mhm. retrouvée pareil en arc de cercle comme ça, où je suis incapable de faire ça. Mon corps il se retrouve tout ça. Et ça me fait penser d'ailleurs, quand tu témoignais de ça, je me dis, tu sais, ces photos euh, qu'on voit du début du siècle, où on parlait de ces femmes hystériques qui étaient dans ces postures dark, ça te dit quelque chose, ça, ou pas? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, 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 je vois, je Tu vois. vois? Alors, je fais un lien, il est peut-être pas du tout à faire, hein, j'en sais rien. Ouais, Mais c'est ça qui m'est venu, cette photo, en fait, ouais. où finalement, ces phénomènes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît toujours pas, euh, qui sont très étranges. D'ailleurs, moi, c'est avec toi que j'ai appris que les gens qui avaient vécu une expérience de mort imminente étaient plus susceptibles, qu'il y avait une étude qui montrait ça, de faire des montées de Kundalini, parce que chez moi, c'est vraiment ce Oui, qui est arrivé. Une année après, en fait, j'ai fait des montées de Kundalini comme ça. oui. Et, et je sais pas chez toi, mais chez moi, c'était très thérapeutique. C'est vraiment, ces montées d'énergie, elles sont vraiment venues guérir des Ah oui, souffrances qui oui. étaient très profondes. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose, c'est comme si ça guérit quelque chose dans notre soi intérieur ou notre âme, s'il faut utiliser des mots religieux. Mais il y a Mm, quelque chose d'extrêmement intense, profond, que mm. ça guérit. Et tant mieux. Tant mieux. Moi, j'en Oui, suis bien oui, content. Et je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, je sais que depuis que j'ai vécu ce phénomène, mon anxiété est relativement basse. oui. J'ai peur de pas grand-chose. Mm, mm, Je, ce que les gens peuvent penser de moi, à la limite, moi, ça me dépasse. J'ai d'autres priorités de ce qu'on pense de moi. C'est, mm, tant que je suis bien avec ce que je fais, c'est OK. Et mm, tant que je suis crédible, tant que je reste, tant que je parle de tous mes sujets de manière pro, scientifique, etc. Ce mm, qu'on pense de moi, franchement, c'est pas le but. Moi, ce qui compte vraiment, c'est de vivre ma vie à 100%, comme je le souhaite, de la diriger, de faire ce qui me plaît et d'être soi, mm, le plus soi possible. mm. Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est là qu'on voit cette dimension spirituelle, en fait, hein. Ça réveille cette dimension spirituelle. Pour moi, il y a l'humain et il y a l'être. Tu vois, et c'est deux dimensions qui sont profondément ensemble. On peut pas mettre que l'humain d'un côté et l'être de l'autre. On est cette globalité-là. Et ça réveille justement cette globalité et finalement cette globalité dans tout. Je dirais dans tout ce qui nous entoure. Ça vient de notre intérieur, mais après ça se propage à l'extérieur. Et du coup, notre vision, c'est pour ça que notre réalité aussi, elle est, en fait, on voit beaucoup plus de choses. En fait, je sais pas si c'est la conscience qui s'ouvre ou j'en sais rien, mais il y a d'autres choses qui se présentent qui n'étaient pas là avant. Oui, 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 oui. Tu sais, moi, j'aime bien utiliser un parallèle. Je vais t'expliquer. Euh, la crise d'adolescence. On est d'accord qu'entre l'enfance et l'âge adulte, il y a l'adolescence, Mm. où il y a des crises d'adolescence. Ouais. OK? C'est pas une maladie, c'est simplement des crises existentielles, momentanées. Dans le domaine spirituel, éveil de Kundalini, expérience de Ouais. mort imminente, c'est du pareil au même. Mm. C'est le côté non transcendantal au côté plus transcendantal. Entre-temps, il y a un développement où il Mm. peut y avoir justement des crises spirituelles. Bien sûr. Et donc, ce n'est pas des maladies, mais c'est simplement des moments de souffrance, mais qui vont se stabiliser. Donc voilà, c'est juste pour expliquer que et c'est un moment aussi, une fois qu'on a atteint enfin, qu'on a fait ce passage, on devient plus conscient des choses. Bien On sûr. voit la réalité d'une autre manière. Mm. Je sais que ma réalité maintenant est différente que quand j'étais enfant. Bien Mais sûr. comme je sais que ma réalité après l'éveil du Kundalini euh, cette réalité est différente d'avant cet éveil. Mm. Donc, voilà, c'est quelque chose qui ouvre, qui apporte beaucoup d'assurance, une assurance naturelle. Mm. La peur de la mort, par exemple. Mm. Moi, j'ai pas vécu d'expérience de mort imminente, mais j'ai le simple fait de comprendre au plus profond de mon inconscient qu'il y a aussi la vie transcendantale qui existe. Mm. Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, Mm. ça va continuer après ma mort. Je ne sais pas comment, mais ça va continuer. Donc voilà, c'est comme si ça enlève quelque chose de très douloureux et puis ça nous amène beaucoup de paix. Oui, c'est vrai que je pense qu'une des
des peurs les plus fondamentales, c'est la peur de la mort en fait, hein. Et quand tu enlèves finalement, quand tu ouvres, bah, finalement ce que font les religions, etc. Finalement, il y a aussi cette dimension qui peut y avoir dans certaines religions, mais là en fait, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Et effectivement, de vivre l'expérience. Euh, les expérienceurs, en fait, ils n'ont pas besoin qu'on leur prouve quoi que ce soit. Ils savent, ils l'ont vécu. Mhm. Oui, 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 oui. Il y a même une étude extrêmement intéressante qui montrait que la réalité subjective de l'expérience de mort imminente est plus réelle que la réalité elle-même. C'est pour ça que des gens qui ont vécu leur expérience de mort imminente il y a 30 ans, ils peuvent la redécrire comme si c'était hier et dire que c'était plus réel que la réalité Bien actuelle sûr, elle-même. Et en gros, c'est comme si nous-mêmes, êtres humains, on, on, on peut essayer de se souvenir de notre dernier rêve. Mais ce rêve, c'était une autre réalité. C'est quelque chose voire d'inférieur. Mais c'est la même chose pour les expériences de mort imminente. La réalité est plus réelle là-bas derrière. Ça, c'est bien sûr. perturbant ensuite, hein, de Ah, c'est revenir clair. entre guillemets dans notre corps et de vivre quelque chose d'un peu flou, pas tout à fait vrai, parce qu'ils savent, ils sont conscients que la réalité de l'autre côté est bien plus réelle. C'est très perturbant quand même. C'est clair, c'est pour ça il y a besoin d'intégration et d'accompagnement dans l'intégration. Parce Mhm. que si tu le fais tout seul ou accompagné par d'autres qui sont pas ouverts à ça, finalement le chemin se fait quand même, mais ça prend Oui, beaucoup plus de temps. Et surtout, pour moi, je pense que ça peut faire basculer dans la pathologie. À force de se oui, poser trop de questions, à force oui, tu vois, si ta société dans laquelle tu vis euh, ne reconnaît pas ses expériences et qu'en plus la dimension spirituelle, euh, je ne vais pas dire est absente, mais en tout cas est beaucoup moins présente que dans certains autres pays où ça a une importance qui est fondamentale. La culture plus le fait de ne pas avoir ces dimensions, plus le fait de ne pas connaître ces phénomènes, plus ne rien ah comprendre à oui, ce qui t'arrive après, mais il y a de quoi basculer dans la pathologie. ah oui, complètement, complètement. Non, mais Je c'est suis, c'est une évidence, quoi. Bon, Jonathan, je vois le temps qui tourne. oui. On va être obligé de refaire un autre épisode parce qu'on a abordé euh, qu'une infime partie Exactement, des c'est choses de ce que je... Non, mais j'aimerais vraiment dans un autre épisode qu'on aborde parce que du coup, toi, tu utilises ces dimensions énergétiques, tu accompagnes, hein, voilà, avec ces soins énergétiques. Et ouais, si tu es d'accord, une prochaine fois, on continuera cette belle discussion. Et est-ce que tu as envie là, peut-être, ben, de conclure, d'ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Moi, j'ai envie de dire, là, j'ai envie de m'adresser en tout premier à ceux qui ont vécu, voilà, ces états modifiés de conscience, se dire qu'ils ne sont pas seuls. Il faut chercher des gens comme vous pour partager, mais chercher des gens qui sont bien, hein, pas des gens qui vont vous mener vers des sectes ou abuser de vous, hein. Euh, et puis, il faut pas en parler à tout le monde. Il faut pas en parler à tout le monde. Il faut vraiment choisir les gens avec qui on en parle. Et puis se taire, peut-être. Savoir se taire, ça compte aussi. Parce qu'après, le fait de trop en parler, notamment au travail ou à des gens à qui il faut pas, ça peut nous amener des soucis. Donc, peut-être aussi savoir ne pas trop en parler à ceux qu'il faut pas. Il y a quoi encore de très important? Euh, Dites-vous bien aussi que ce que vous avez vécu, ça peut être c'est censé à la fin vous faire beaucoup de bien. Mais il y a un travail à faire sur soi-même, un minimum, pour faire en sorte qu'à la fin, ces états modifiés de conscience vécus, ils deviennent un plus, mais un plus puissance, plus, quoi. Quelque chose de conséquent. Et puis, il faut, voilà, faire un petit travail sur soi, d'acceptation, d'intégration psychologique, de partage, sans se psychopathologiser. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je te remercie vraiment profondément. J'ai adoré, vraiment. Oui, merci beaucoup aussi, aussi à toi, Audrey, de sensibiliser sur ce domaine, de m'inviter pour en parler, parce que je pense que ça vaut la peine. Et puis petit à petit, voilà, la sensibilisation va se faire. Son Mhm. rythme, je pense pas qu'elle sera non plus
à son rythme. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, Ouais, ouais. il y a peu, voilà, on est là où on doit être. Voilà, tout Voilà. simplement. Et puis, ça, Mhm. ce qui se fait, et voilà. Mhm. Merci beaucoup. Mais de C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker pour me soutenir. Et surtout, c'est le plus important. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une telle expérience, partagez-lui cet épisode. Cela peut peut-être profondément l'aider. Une liste de professionnels de santé formés pour accompagner ces phénomènes est disponible sur le site audreygraindamour.org. Retrouvez-nous le 1er et le 15 de chaque mois sur toutes les plateformes. À bientôt!